Ceux qui suivent les événements mondiaux récents liés à la guerre se posent souvent cette question. Pourquoi la Russie et la Chine laissent-elles faire les États-Unis, qui mènent tant d'actions considérées comme terroristes, de guerres hybrides ou de changements de régime dans des pays qui n'adhèrent pas aux normes occidentales? En ce qui concerne l'Ukraine, certains reprochent à la Russie de ne pas riposter vigoureusement aux puissances occidentales qui seraient responsables des activités terroristes menées sur le sol russe par des agents ukrainiens soutenus par elle. Au Liban et en Syrie, l'armée israélienne a été autorisée à mener des frappes aériennes, des attaques de missiles et des opérations d'élimination contre les forces soutenues par l'Iran sans subir de représailles significatives jusqu'au 13 avril 2024. Quelles sont les différentes approches de la Chine, de la Russie et des États-Unis en matière de changement de régime? Et quel rôle joue l'axe de la résistance multinationale? Le changement de régime, qui implique l'installation d'un nouveau gouvernement national, peut se produire de diverses manières. Manœuvres parlementaires, élections, assassinats, coups d'État, révolutions colorées, défaites en temps de guerre, etc., etc. Les États-Unis ont un avantage lors des élections en raison de leur soft power dans des domaines comme le cinéma, la presse, la télévision, les médias sociaux, les smartphones et Internet. Cette capacité se montre aussi dans ce qu'on appelle les révolutions de couleur, où elle peut être associée à l'influence des organisations non gouvernementales, les ONG. Wikipédia propose un article intéressant sur les révolutions de couleur qui mentionne notamment la révolution des roses en Géorgie en 2003 et la révolution orange en Ukraine en 2004, toutes deux encouragées par les États-Unis. Une autre tentative de révolution de couleur bien connue, mais qui n'a pas abouti, a été l'effort parapluie à Hong Kong. Parmi d'autres tactiques infructueuses, les États-Unis ont soutenu Alexei Navalny en Russie et Juan Guaido au Venezuela comme futurs dirigeants. Ces deux épisodes ressemblent davantage à des tentatives d'amateurs qu'à une politique étrangère sérieuse. Les États-Unis ont réussi à influencer les résultats des élections aux Philippines et en Argentine, avec le premier adoptant une position plus anti-chinoise et le second faisant marche arrière sur son soutien à l'organisation des BRICS. Il serait vraiment difficile de suivre toutes les opérations de changement de régime que les États-Unis mènent à travers le monde. Les efforts de la Chine et de la Russie en matière de changement de régime ont été moins médiatisés. En général, la Chine est perçue comme désireuse de travailler avec n'importe quel gouvernement sur des bases commerciales et économiques, offrant des avantages en termes de commerce et d'investissement pour influencer les décisions des gouvernements étrangers. Les exceptions semblent se concentrer principalement en Asie du Sud-Est, où la Chine pourrait utiliser des méthodes plus directes pour obtenir des gouvernements sympathiques. Récemment, les Maldives ont renforcé leur lien avec la Chine et ont demandé le départ de l'armée indienne de leur territoire, après avoir rejoint l'initiative chinoise Belt and Road. La Chine est désormais le principal partenaire commercial de l'Afrique et le plus grand investisseur dans les infrastructures du continent. Cependant, il y a peu d'informations sur d'éventuelles tentatives chinoises de révolution de couleur en Afrique. Depuis la dissolution de l'Union soviétique, la Russie s'est principalement concentrée sur ses voisins. Après le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, la Russie a ouvertement suggéré aux généraux ukrainiens de prendre le pouvoir par un coup d'État s'ils voulaient sauver l'armée et éviter la destruction totale de leur pays. Malheureusement, les généraux n'ont pas pris cette mise en garde au sérieux. Au Kazakhstan, la Russie a sollicité l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, pour mener une opération militaire rapide en janvier 2022 afin de contrer ce qui semblait être une tentative de révolution de couleur. Cependant, les observateurs ont noté que les forces de l'OTSC étaient présentes au Kazakhstan pendant seulement une semaine et n'ont même pas eu besoin de recourir à la force. La Russie a également fourni une formation et des conseils à d'autres gouvernements sur la manière de se protéger contre les révolutions de couleur. Ces actions en Slovaquie ont été critiquées par l'Occident, qui l'accuse de manœuvres malhonnêtes. La Russie semble également avoir réussi en Afrique, comme en témoigne la participation de la plupart des dirigeants africains à une conférence à Moscou. En Afrique, les coups d'État sont malheureusement monnaie courante et souvent suivis par le retour des militaires français, puis parfois des militaires américains. L'actualité récente au Niger reflète cette dynamique avec des gros titres annonçant le retrait des États-Unis et l'abandon d'une base militaire de 100 millions de dollars. Cependant, les détails révèlent que les plans de départ doivent encore être discutés sans calendrier précis fixé. L'axe de résistance. Alors que la Chine et la Russie s'opposent à l'influence hégémonique des États-Unis dans le monde, un groupe spécifique, connu sous le nom d'Axe de la résistance, s'est formé pour contrer l'impérialisme américain et occidental, en particulier pour s'opposer aux efforts sionistes en Asie occidentale. L'axe de la résistance est une alliance informelle et flexible regroupant des groupes et des gouvernements sunnites et chiites dans des pays tels que le Yémen, la Syrie, le Liban, Gaza et l'Irak. Ils ont des liens variables avec Téhéran et entre eux, mais partagent un objectif commun de résister à l'influence occidentale. Il serait alors intéressant d'examiner la situation de la résistance dans différents pays d'Asie occidentale. L'Iran. Au fil du temps, l'Iran, en tant que membre éminent de l'axe de la résistance, a acquis une influence politique et militaire considérable dans la région de l'Asie occidentale.
Cette montée en puissance est due en partie à une utilisation stratégique de son héritage religieux chiite, de son riche passé perse, de sa promotion de l'islam dans son ensemble pour dépasser les divisions sunnites-chiites dans les affaires étrangères, de ses importantes réserves de pétrole et de gaz, ainsi que de sa position géographique cruciale. L'Iran se trouve au carrefour des routes de la nouvelle route de la soie entre la Chine et la Turquie, l'Europe, l'Afrique, ainsi que des voies de transport entre l'Inde et la Russie. Il pourrait être considéré comme une pièce maîtresse sur l'échiquier mondial, capable de s'engager dans toutes les directions. Il n'est donc pas surprenant que les États-Unis aient tenté, en vain, de provoquer un changement de régime depuis la révolution iranienne qui a renversé le Shah et établi un gouvernement clérical hostile à l'Occident. Avec son influence croissante en tant que puissance régionale en Asie occidentale, comment l'Iran s'engage-t-il dans le jeu du changement de régime? Les assassinats ne semblent pas être une priorité. Malgré les nombreux assassinats de généraux et de scientifiques nucléaires iraniens par Israël et les États-Unis, l'Iran a peu réagi. Cela peut sembler surprenant étant donné que l'ancienne organisation des assassins était basée en Perse. L'Iran a très peu utilisé les méthodes de changement de régime comparativement à d'autres acteurs. Au lieu de cela, il a adopté ce que les analystes appellent la patience stratégique pendant de nombreuses années. Cette stratégie est souvent comparée à celle de faire bouillir la grenouille en augmentant lentement la température. On pourrait également parler de persuasion amicale, où la diplomatie et les tactiques douces sont utilisées pour avancer ses intérêts. L'Iran a régulièrement appelé à l'unité entre les nations musulmanes et à la coopération pour le bien de tous. De plus, l'Iran bénéficie du soutien de la Chine et de la Russie, qui partagent largement des objectifs similaires. L'Iran doit prendre en compte plusieurs facteurs. 1. Les tentatives américaines continuent de promouvoir une révolution de couleur. 2. Les sanctions persistantes de l'Occident. 3. La popularité du maintien du pouvoir clérical en Iran. 4. Les relations avec l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS et les BRICS. 5. Les interactions avec la Chine, l'Inde et la Russie. 6. Les relations et les complications avec les pays musulmans et arabes. 7. La suite pour l'axe de la résistance. 8. La prochaine étape après les tensions avec Israël. 9. La conciliation de l'héritage de la Perse avec la République révolutionnaire moderne. Et bien d'autres encore. L'Iran doit surmonter les divisions entre les musulmans chiites et sunnites, ainsi que les tensions historiques entre les Arabes et les Perses. L'héritage de l'Empire ottoman et de l'impérialisme occidental ajoute une complexité supplémentaire aux relations internationales. Dans ce contexte complexe, l'Iran doit utiliser une diplomatie nuancée et adapter ses stratégies militaires en conséquence. L'Irak. Une partie du gouvernement irakien a demandé aux États-Unis de quitter le pays après l'assassinat du général iranien Soleimani et d'un haut responsable militaire irakien sur le sol irakien. Cependant, les États-Unis ont hésité à répondre à cette demande. En réponse, la résistance a mené des attaques contre les bases américaines pour tenter de les inciter à se retirer rapidement. En février 2024, la résistance a annoncé la suspension de ces attaques pour donner aux responsables irakiens et américains le temps de négocier un retrait. En avril 2024, le premier ministre irakien s'est rendu à Washington pour de nouvelles discussions sur cette question. Cependant, peu de progrès ont été réalisés, car la résistance a repris ses attaques contre les bases américaines en Irak. Les États-Unis ont un intérêt à rester, en raison des menaces que représentent les missiles et les drones lancés par l'Iran contre Israël, et ils peuvent apporter une assistance en matière de ciblage ou de défense aérienne pour protéger Israël. De même, l'Iran souhaite vivement que les troupes américaines quittent le pays. Il est donc probable que la pression de la résistance sur les bases américaines et la pression de l'Iran sur le gouvernement irakien augmentent. Il reste à voir quelles seront les prochaines étapes. Récemment, l'Irak a accueilli un visiteur de marque, le président de la Turquie, avec qui des discussions sur l'eau et les Kurdes auraient eu lieu. Un article du News Desk du Cradle met en lumière la complexité de la situation pétrolière impliquant l'Irak, les Kurdes, ISIS, la Turquie et Israël. Deux oléoducs relient l'Irak à la Turquie. L'un est sous le contrôle du gouvernement irakien et l'autre est contrôlé par les Kurdes. L'oléoduc gouvernemental a été hors service il y a 10 ans lorsque ISIS a pris le contrôle de la région. L'oléoduc kurde a été construit en 2013 sur un itinéraire différent et une grande partie du pétrole a été vendue à Israël qui soutient les Kurdes. La majorité du pétrole était acheminée vers Israël, un allié des Kurdes. Cependant, l'oléoduc kurde a été fermé l'année dernière après une bataille judiciaire. Actuellement, le gouvernement irakien répare son oléoduc et envisage d'envoyer jusqu'à 350 000 barils par jour vers la Turquie. La Syrie. La Syrie est un membre de l'Alliance de la Résistance. Cependant, certaines parties de son territoire restent occupées par les États-Unis, la Turquie et Israël. La Syrie souhaite que les troupes américaines rentrent chez elle et arrêtent de piller les ressources syriennes, notamment le blé et le pétrole. Bien qu'il y ait eu des discussions diplomatiques entre la Syrie et les États-Unis, il y a peu d'informations publiques sur des progrès significatifs. Si les États-Unis quittent l'Irak, il est probable qu'ils devront également se retirer de la Syrie. Cela rendra difficile la poursuite des efforts d'indépendance par les Kurdes, plaçant le PKK dans une position plus précaire et facilitera la recherche d'une solution aux tensions entre la Syrie et la Turquie. Le Liban.
Le Liban n'est pas membre de l'Alliance de la Résistance, mais une part importante de sa population, notamment le Hezbollah chiite, est alignée sur cette alliance. Le pays est caractérisé par une division entre chrétiens, musulmans sunnites et musulmans chiites, chaque groupe représentant environ un tiers de la population. La situation politique et économique du Liban est très instable, avec une constante ingérence étrangère. Il y a 3 ans, lors d'une crise énergétique majeure, la résistance a réussi à organiser des livraisons de carburant depuis l'Iran vers le Liban, remportant ainsi un succès significatif. La population libanaise a accueilli avec joie l'arrivée de ce carburant. Suite à la guerre de Gaza, la résistance a commencé à attirer l'attention des musulmans sunnites. Des combattants d'un parti sunnite libanais, Jama'a al-Islamiyya, ont même coordonné des attaques avec le Hamas et le Hezbollah contre les forces israéliennes. Le Yémen. Au Yémen, la répartition religieuse est principalement composée de 45% de chiites et 53% de sunnites, selon Wikipédia. Le pays est politiquement fragmenté avec 3 gouvernements différents en place. Le conseil présidentiel dans la partie orientale, soutenu par l'Arabie Saoudite, le conseil transitoire du Sud dans le Sud-Ouest, soutenu par les Émirats Arabes Unis, et le conseil politique suprême dans le Nord-Ouest, soutenu par l'Iran. La guerre civile au Yémen a connu une accalmie après que les Houthis aient mené avec succès des frappes contre des installations en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ce qui a incité la Chine à intervenir en tant que médiateur entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Cependant, des tensions sont apparues entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en raison des rivalités politiques, commerciales et de différents territoriaux, ce qui a compliqué les efforts pour contrer les Houthis. Les Houthis ont surpris les analystes en soutenant les Palestiniens de Gaza par des attaques contre des navires liés à Israël en mer Rouge, et ces attaques se sont étendues au golfe arabo-persique. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont réduit leur présence navale en mer Rouge, mais les Houthis ont affirmé que leurs opérations n'avaient pas diminué, signalant une intensification potentielle des attaques dans la région. Au-delà de l'axe. Le 2 mai 2024, la Turquie a annoncé un changement historique de politique en cessant la plupart de ses échanges commerciaux avec Israël. Cette décision, prise malgré le soutien économique antérieur à Israël, est attribuée au mécontentement de l'opinion publique turque face à cette relation, exacerbée par la guerre de Gaza. Des manifestations contre les politiques pro-israéliennes ont également éclaté dans d'autres pays de la région, notamment en Jordanie, en Égypte et en Arabie Saoudite, où la population a exprimé son désaccord avec le manque de soutien aux Palestiniens. Cela augmente la possibilité d'un changement de régime dans ces pays. Parallèlement, un groupe revendiquant être de Bahreïn a revendiqué des tirs de roquettes sur le port israélien d'Eilat, tandis que les pays abritant des bases militaires américaines ont conseillé aux États-Unis de ne pas utiliser leur territoire pour des attaques contre l'Iran en cas de représailles iraniennes contre le bombardement israélien à Damas. La région connaît une escalade de tensions avec des actions politiques à l'ONU, à la CIJ et à la CPI, des manifestations, des élections et des rappels d'ambassadeurs, ainsi que des pressions économiques telles que les boycotts, les désinvestissements et les sanctions. La résistance a également intensifié ses attaques, ciblant les navires israéliens en mer Rouge, dans le golfe arabo-persique et maintenant en Méditerranée. Les attaques ont été lancées contre le port d'Eilat en Jordanie et les attaques sur le port de Haïfa en Israël se sont multipliées. Cela a eu un impact économique significatif sur Israël avec une baisse de 20% du PIB au 4e trimestre 2023. La pression publique en faveur des Palestiniens s'intensifie à l'échelle mondiale, isolant davantage les États-Unis et Israël au niveau international. Alors que le lobby israélien lutte contre les critiques, l'axe de la résistance reste uni et progresse dans ses efforts. L'axe de la résistance pourrait élargir ses efforts en collaborant avec des groupes d'autres pays opposés à l'impérialisme, au néocolonialisme, à l'apartheid et au génocide. Cela permettrait d'élargir la coordination du mouvement au-delà des pays musulmans. Par exemple, la flottille de la liberté tente de naviguer de la Turquie à Gaza, des manifestations étudiantes pour la paix ont lieu aux États-Unis et en Europe, divers pays cherchent à limiter l'influence des ONG occidentales et des nations africaines demandent le retrait des contingents militaires occidentaux. Les puissances occidentales ne céderont pas facilement leur contrôle historique, donc la résistance devra coopérer étroitement pour réussir à les défier.